qu'il y aura une composition tripartite équilibrée, toujours, entre gouvernement. J'insiste sur ce tripartisme équilibré parce que le dialogue social a toujours existé en Tunisie. Il n'est pas étrange à la Tunisie. Mais le dialogue social a été, comme je vous le dis toujours, il était composé, il était un peu noyé, pas dans sa composition. Il n'y avait pas un équilibre entre les intervenants. Même quand il s'agit de réforme, par exemple, d'assurance maladie, et on en parlera tout à l'heure, la réforme d'assurance maladie, on a vu un dialogue social qui a été élargi à un tel point où on ne pouvait plus avoir d'engagement de la part des uns ou des autres, et où le gouvernement pouvait faire passer toutes les décisions ou les orientations qu'il avait parce que le dialogue n'était pas arrêté. Les intervenants dans un dialogue comme l'assurance maladie sont les assurés sociaux qui sont représentés par les travailleurs, par les organismes de travailleurs, l'entreprise qui finance et dans lequel évolue et vit le travailleur donc, et qui, elle, est donc représentée par l'UTICA, et l'administration. Ça n'a pas été le cas, et donc on arrive aujourd'hui à une réforme qui a été mise en place et qui est entrée en vigueur à la fin de l'année 2007 et qui, au début de l'année 2011, est en déficit. Ça ne s'est jamais vu. Donc là, vous parlez du modèle de dialogue social, du modèle de la composition du contrat social. Exactement. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'institution, d'organisation qui pilote le contrat social, la négociation sociale entre l'État et les partenaires sociaux, et que c'est prévu, ça doit être créé, avancé. Un conseil du contrat social est prévu. Alors, dans le contrat, lors de la signature du 14. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un climat général avec des acteurs de ce dialogue où on arrive à avoir un dialogue vraiment constructif? Est-ce qu'on arrive à avoir un dialogue constructif en même temps? Est-ce qu'on n'est pas toujours finalement, quand on regarde l'actualité ou quand on regarde les informations, d'abord on est, je ne pense pas être le seul à être dans cette situation, on a l'impression de nager dans un épais brouillard. Et on a du mal à dégager la vision ou le cadre d'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous mettez autour de la table avec l'État, les syndicats, vous arrivez à poser les problèmes qu'il faut et à en discuter avec la sérénité et peut-être même la créativité, l'imagination nécessaire pour trouver des solutions? Moi, je voudrais pardon. N'hésitez pas à intervenir. Je voudrais rapidement poser une question à notre ami Khaledi. Évidemment, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Vous m'entendez là? Je dis, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, non pas que ce n'était pas clair, mais je me demande, sans faire de sémantique, s'il ne faut pas très très vite redéfinir le contrat de travail, le code du travail et les conventions sociales au niveau collectif ou des entreprises. Le contrat social, c'est un environnement, et ça ne doit pas être plus que ça. Je parle en tant qu'entrepreneur, que nous sommes tous. C'est un environnement dans lequel doivent évoluer les sociétés. Il ne faut pas aller au-delà, sinon on s'y perd. Le code du travail, c'est une obligation sociale minimum à appliquer par l'ensemble des forces sociales. Et les conventions collectives ou les conventions sectorielles, c'est le véritable cadre dans lequel évoluent les relations. Les 4 axes ont été bien définis, effectivement. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu un échec dans l'avancée de ces négociations au niveau contrat social. Non, nous sommes encore au niveau de la définition des quatre axes. Les termes de référence des 4 axes ont été définis. Nous sommes encore en train de développer au niveau de commissions sectorielles les 4 axes, et il va y avoir après une convergence vers un engagement final des 4 parties, des 3 parties. Mais le modèle, par exemple, pour revenir au contrat de travail et les conventions collectives et ce monde de relations de travail, le premier axe qui est le modèle de relations de travail, il est clair, et aujourd'hui on peut en parler parce qu'il y a un peu l'adhésion au moins des 2 partenaires qui sont l'UGTT et l'UTICA vers un modèle lui-même composé de 4 axes qui fonctionnent en dynamique et en complémentarité. Donc il y a un axe qui chute, les autres chutent, et qui est basé sur une souplesse donc, de l'emploi,
ne pas dire flexibilité, parce que c'est un mot qui, même sur le plan international, maintenant, dérange, mais une souplesse. Et donc, la souplesse, elle se caractérise essentiellement par la souplesse de l'emploi, du contrat de travail. Par rapport à la souplesse, aujourd'hui, est-ce qu'on considère avoir un niveau de souplesse satisfaisant? Est-ce que, finalement, c'est quoi le dialogue? Est-ce qu'il se construit autour des notions de dialogue, de négociation salariale uniquement aujourd'hui? Parce que c'est surtout sur ces aspects-là qu'on entend créer des informations. Ou est-ce que justement il y a une construction par rapport à ces notions de flexibilité? On a vu par exemple l'année dernière tout ce qui s'est passé par rapport à la sous-traitance, la charge qui a été menée par les syndicats sur le secteur de la sous-traitance. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train aussi de poser cette problématique-là? Pour répondre concernant la question de la souplesse, nous avons eu deux réformes du contrat de travail en 1994 et en 1996 qui ont introduit une certaine souplesse. Et moi je considère que pour l'entreprise, aujourd'hui, les dispositions du contrat de travail, bien que nous devons les compléter par un complément de souplesse, sont un acquis pour l'entreprise et encouragent l'emploi. Le problème maintenant, quels sont les rapports des partenaires sociaux par rapport à la législation? La législation actuelle est une législation encourageante à l'emploi. Et je ne vais pas vous cacher, si nous entrons, nous, en tant qu'UTICA, dans ce contrat social, c'est un peu pour préserver certains acquis qui existent au niveau du contrat du travail. Et les redéfinir dans un sens positif. Bien sûr, compléter, par exemple, la modulation. Quand vous parlez d'acquis, regardez, à l'entreprise. Il faut être flexibilité. Il faut être direct. Généralement, quand on parle d'acquis en France, je peux vous dire que dans aucun pays moderne, il y a un contrat de travail à durée déterminée de 4 années. Ça n'existe pas. Allez voir en France, en Italie, en Allemagne, ils sont bien en deçà de ces 4 ans. Donc c'est un acquis. Il faut savoir simplement l'utiliser et qu'il y ait une reconnaissance, une nouvelle reconnaissance des partenaires sociaux, c'est-à-dire le JT, de ce contrat à durée. Parce que les 4 années ont été, ce qu'ils disent, un peu imposées par l'ancien régime. Bon, maintenant c'est un acquis. Mais comment préserver ces acquis, les mettre dans le cadre d'un nouveau modèle, donc, qui met en place cette souplesse, qui la maintient et qui la développe, qui met en place un système de formation continue pour les travailleurs, qui sera bénéfique pour la compétitivité de l'entreprise et pour la gestion de la carrière du travailleur, du salarié lui-même. Et justement, une mesure innovante, développer une assurance perte d'emploi. Et c'est là la nouveauté, et c'est là la sécurité. La sécurité est là. Si vous voulez, ça fait partie aujourd'hui des négociations en cours. Oui, si vous voulez maintenir les acquis de cette souplesse, il faut savoir aussi mettre en place un cadre qui sécurise le salarié. Bien sûr, maintenant, cette assurance perte d'emploi n'est pas encore définie. Le principe est admis, on va voir le financement. Nous préconisons un financement tripartite entre le salarié lui-même, l'entreprise et le gouvernement. Et aussi la durée, les mécanismes. Nous voulons que ce soit un régime qui est introduit à la caisse de sécurité sociale, parce que nous avons déjà un cadre existant pour avoir moins de frais de gestion, et nous avons un cadre qui peut gérer ça. Et un quatrième axe qui est une politique active de l'emploi. Quand un axe chute, les autres, vous ne pourrez pas assurer une souplesse sans sécurité. Vous ne pourrez pas donner une assurance perte d'emploi si vous n'avez pas un travailleur formé qui doit maintenir son emploi au sein de l'entreprise, mais aussi avoir plus de chances le cas où il est dans le cas où il perd son emploi. Mais aussi, vous ne pouvez pas mettre en place une caisse une assurance plutôt perte d'emploi si vous n'avez pas une politique active de marché du travail où on a toutes les chances de réinsertion, sinon elle vous coûtera très cher et ça sera... Donc c'est le nouveau modèle qui va mettre en place donc, le contrat de travail, à valoriser ce contrat de travail que nous avons, qui existe et qui, à mon avis, ils travaillent sur un régime, par exemple, textile de 48 heures par semaine. Ils ne pourront pas augmenter le régime horaire hebdomadaire, même s'il y a une demande, sans avoir recours aux heures supplémentaires. Alors que dans certaines périodes, ils ne travaillent que 35 heures, voire 30 heures, parce qu'il n'y a pas de travail, et ils payent quand même l'horaire normal.
La modulation, c'est un peu de pouvoir être un peu plus flexible et avoir un nombre d'heures un peu plus important dans les règles des normes internationales, bien sûr, d'avoir plus d'heures pour diminuer le coût de l'entreprise en termes d'heures supplémentaires. Est-ce que c'est appliqué quelque part dans le monde? Moi, je réponds non, mais je me trompe peut-être. Parce que les partenaires sociaux sont totalement opposés à ce genre de choses. Justement, c'était la question que je voulais vous C'est poser. ça, Est-ce que les partenaires sociaux sont réceptifs à ce genre de- Regardez, maintenant, du moins en Allemagne et en France, ce n'est pas appliqué. Parce que nous développons un peu ce filet de sécurité avec nos deux partenaires d'Allemagne et de France, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le prévoir en Tunisie. Nous avons nos spécificités et les entreprises ont toujours demandé à ce qu'il y ait... Oui, pourquoi pas? On rêvait de la révolution, on l'a vu, mais pourquoi pas? Donc, c'est pas le plus, peut-être pas, c'est un des éléments qu'il faut mettre en place. Maintenant, on réussisse, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, il faut déjà le mettre sur la table et essayer de le faire passer. Également, nous ne pouvons plus aujourd'hui, l'entreprise, nous ne pouvons plus évoluer dans un système qui ne sécurise pas le salarié dans sa carrière et dans sa vie. On ne peut pas aujourd'hui aller vers des licenciements en occultant ce que va devenir le devenir de ces gens-là. Et également, aujourd'hui, vous savez que la procédure de licenciement pour cause économique, cette fameuse CCF, cette commission de licenciement pour cause économique, est un processus qui est assez long, assez lourd, qui n'est pas avantageux pour l'entreprise et qui est très coûteux. Une fois qu'on juge... Une question, est-ce que vous êtes là en train de nous donner la position et les propositions de Tika dans ce dialogue, ou est-ce que vous êtes en train de nous donner un aperçu de l'évolution vers laquelle nous sommes en train d'aller, et peut-être que finalement nous sommes en train d'aller vers plus de sécurité, mais en même temps plus de flexibilité et plus de souplesse dans le développement. Je vous laisse, on va quand même prendre d'autres interventions. Je vous laisse réfléchir à la question. Monsieur de Guilban, votre vision d'entrepreneur ou d'investisseur étranger aujourd'hui, comment vous voyez le contexte tunisien? La Tunisie, ce n'est pas une jungle d'un point de vue social, loin de là. Elle n'a jamais été ces dernières années. Comment vous voyez les choses? Alors, je vais essayer d'être court. Ça fait à peu près 25 ans que je suis là, donc j'ai pu voir des évolutions, et des évolutions récentes très rapides. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est un grand mot pour simplement définir ça existe depuis plus de 100 ans dans 130 pays, et en Tunisie, ça réunit des responsables d'entreprise, il y en a un ou deux ici, représentant l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est une vue globale des entreprises, évidemment françaises ou à intérêt français, mais par secteur et qui sont depuis un certain temps ici, multinationales, PME, etc. Le troisième point, ça répond un petit peu à la chose, c'est que, ça je ne sais pas si ça a été suffisamment dit, il y a à peu près 1300 entreprises françaises ou à intérêt français en Tunisie. En nombre, c'est plus qu'en Algérie et au Maroc, réunis. Il y en a eu 30 ou 35 qui sont partis sur 1300. Et sur ces 35, je n'ai pas le nombre, mais un certain nombre étaient là depuis moins d'un an. Tout ça pour enchaîner aussi sur le fait que j'ai constaté, alors ça fait, certains savent, j'ai dit 25 ans, mais beaucoup plus que je suis dans ce pays-là, j'ai constaté que la perception des Tunisiens et des étrangers, je vous considère comme étrangers, ce qui est faux, mais qui sont concernés par le pays, installés, et qui ne sont pas obligés d'y rester, donc ils l'aiment, n'est pas du tout la même. Il y a un côté largement pessimiste de la première partie, et sans aucun angélisme, il y a un côté beaucoup plus serein de la seconde partie, et en particulier des entreprises, mais ça je le dis volontiers parce que c'est vrai, des entreprises étrangères ou à participation qui sont installées ici, et des gens eux-mêmes. Mais c'est très frappant. Ça veut quand même dire quelque chose, ça veut dire que vous, Tunisiens, c'est nouveau, ça n'a jamais existé. Nous, dans notre histoire, on l'a subi, on l'a compris, je veux dire, on est infiniment plus serein. Et quand j'ai donné ce chiffre de 30 entreprises par rapport à 1300, ça le traduit bien.
aujourd'hui, il y a des entreprises étrangères, et vous le savez parfaitement, petites, moyennes et grandes, qui continuent à investir dans le pays. C'est toujours continue vraiment à investir, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Non, alors, qui continuent à investir dans le pays en termes d'installation ou de développement. Effectivement, celles qui sont dans un mood d'investissement régulier, de transformation, d'amélioration, de tout ce que vous voulez, ont un peu tendance à attendre en ce moment. Mais quand une entreprise a besoin d'investir, elle investit. Elle ne va pas sacrifier son outil de travail et sa compétitivité parce qu'on hésite. Personne, aucun chef d'entreprise n'est jamais sûr à 100% des décisions qu'il va prendre. Et aujourd'hui, c'est pas pire qu'avant. Y a-t-il une peur sur la compétitivité non. En Tunisie? Non. On a parlé de flexibilité, enfin pardon, on a parlé de souplesse. Moi, j'ai pas peur des termes de flexibilité, parce que c'est pas mal non plus, mais souplesse. C'est un point, effectivement, sur lequel il faut que les pouvoirs publics se décident très rapidement. Enfin, les pouvoirs publics et les représentations syndicales se décident très rapidement. Parce que ça faisait partie d'une des forces sociales de la Tunisie. Parlons de la sous-traitance. La sous-traitance, c'était un mélange de tout. Vous avez en Tunisie des entreprises comme Adecco, pour la citer, mais il y en a d'autres, puisqu'ils sont sponsors, qui sont des vraies entreprises de sous-traitance, qui forment leurs collaborateurs, qui les payent et qui les payent correctement. Et vous aviez des margoulins, vous aviez des gens qui ne les payent pas, tout ça on le sait. Ça a eu l'avantage de nettoyer, et de bien nettoyer. Mais si la position, en particulier de l'UGTT, reste celle qu'elle était au lendemain de la Révolution, à savoir plus aucune sous-traitance, c'est une catastrophe. Pour les métiers qui ne sont pas le core business des entreprises, c'est-à-dire, je parle du gardiennage, je parle de la restauration, je parle de choses comme ça. Et ça, c'est un des grands avantages de la Tunisie. Je vous donne un seul exemple. La Cotusal, une société qui emploie à peu près 500 personnes, fait partie d'un groupe, pas un grand groupe, mais d'un groupe qui est installé dans 5 pays européens et la Tunisie. On a fait pendant 5 ans, on a arrêté, une étude de productivité. Mais productivité, compétitivité, c'est pas très loin. Des différentes filiales hors effet masse salariale, c'est important. C'était une étude trimestrielle. Je peux vous assurer que la société tunisienne arrivait à 47%, c'est-à-dire à 50%, en tête par rapport à la filiale française, la filiale espagnole, la filiale italienne, allemande, anglaise. Il y a une réalité, il y a une vraie réalité. Les fondamentaux qui faisaient que ce pays était et reste compétitif et attractif n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ça, c'est évident, tout le monde le sait. Et les investisseurs étrangers le savent parfaitement. Les analyses qui sont faites par les investisseurs étrangers, et dans notre mission des conseillers, on est là aussi pour développer le commerce entre les deux pays, pour recevoir et conseiller en B2B, si vous voulez, en micro, pas en macro, les entreprises qui viennent ici, de façon évidemment parfaitement bénévole. On sent bien que l'attractivité reste. Un entrepreneur qui regarde la Tunisie, regarde 10 pays. On regarde 5 au minimum. On ne va pas se focaliser ici. Je prends un exemple que je vous avais cité, l'entreprise BIC, dont vous avez peut-être entendu parler. BIC. BIC, c'est 12 millions de stylos par jour. Des briquets, c'est 8 millions de briquets par jour. Des rasoirs, c'est 6 millions de rasoirs par jour. C'est colossal dans le monde. Ils avaient, il y a 2 ans, un désir d'implantation ici. Exact. On les a rencontrés, on s'est réunis avec eux. On a discuté 3 heures en développant des arguments objectifs. Parce qu'ils regardaient l'Égypte, ils ont très vite quitté l'Égypte, et ils regardaient le Maroc. C'est souvent les 2 pays qu'on regarde. Et à un moment, mon interlocuteur m'a dit, bon, donnez-moi un argument. Là, c'était pas il y a 2 ans, mais c'était il y a 1 an. Il m'a dit, donnez-moi un argument pour qu'on vienne s'installer ici. Bon, je me plaisantais en lui disant, il vaut mieux avoir la révolution derrière soi que devant soi, puisqu'il faut parer au Maroc. Mais bon, j'ai tout de suite regretté, parce qu'il m'a dit non, mais ça, oui. Donc, c'est pas un handicap du tout. Mais pas, et ils sont installés, et ils sont en train de le faire. Alors, moins en puissance que ce qu'ils voulaient faire, mais à terme, ils le font. A contrario, je prends l'exemple d'une société comme Peugeot, qui est un peu malmenée en ce moment, compte tenu des relations obligées qu'elle avait avec la famille. La trapencisation, j'ai bien aimé ça. Bien. Peugeot a effectivement délocalisé ou relocalisé une partie de ses fabrications en sous-traitance, dans les câblages en particulier, en dehors de la Tunisie et en particulier en Roumanie. Bien. Mais pourquoi? Pas parce qu'il s'est passé la révolution en Tunisie,
Parce qu'ils avaient déjà fait une erreur stratégique de faire 90% de leur câblage mondial en Tunisie. C'est une erreur, c'est mettre les œufs dans le même panier. Et que cette révolution a montré une chose, c'est qu'il y avait un goulot d'étranglement qui n'en était pas un, qui s'appelait le port de Radès, qui fonctionnait 24 heures sur 24, sans aucun problème, sans aucune grève, sans rien, et que du jour au lendemain, ben, ça n'a plus été le cas, et qu'ils ont été obligés d'affréter des Antonov, avec des rotations de 3 ou 4 par jour. Vous imaginez le prix du mètre de câble qui partait un peu partout dans le monde, et que là, ils ont dit, bon, ben, au lieu d'avoir 90%, on va avoir 55%. Mais c'est une décision stratégique qu'ils auraient dû prendre bien avant, qui est une décision industrielle. Ce n'est pas lié directement au fait qu'on n'a pas confiance dans la Tunisie. Donc là, vous nous rappelez que la compétitivité, ce n'est pas uniquement le contrat social, mais c'est aussi plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Je vais me tourner maintenant vers... D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à intervenir si vous voulez réagir par rapport aux interventions de d'autres intervenants. Notre contrat social, c'était de ne pas intervenir. Religieusement. Très bien. Alors, Slim, donc, la question que j'ai envie de vous poser, donc, si on regarde la période passée post-révolution, et si on prend aujourd'hui un peu de recul, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour l'avenir, et notamment pour un avenir où on va continuer à investir davantage et créer davantage de richesses et d'emplois? J'ai envie de dire, déjà, je suis un peu plus rassuré après avoir écouté M. de Guigou. Effectivement, nous, Tunisiens, étions sans doute un peu plus réservés, et pas pessimistes, mais en tout cas moins sereins. Les leçons qu'on tire de ce qui s'est passé dans le pays, je trouve que ce que j'ai entendu à la radio aujourd'hui ne me rassure pas du tout sur ce qu'on est en train d'avoir comme débat. On a des débats de pays riches. On parle d'une semaine à 5 jours. Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Est-ce que ce sont les bons signaux à donner dans un pays qui a besoin de travailler? On est en train de dire aux gens, une semaine à 5 jours, etc., vous aurez un peu plus de temps pour dépenser, mais dépenser, il faut avoir de l'argent à dépenser. Or, sans création de richesse, on ne va pas y arriver. Donc déjà, moi j'ai un petit problème quant aux différentes discussions sur l'instauration de ce contrat social. Est-ce que c'est le bon timing aujourd'hui d'aller dans le détail de beaucoup de chantiers qui ont attendu 20 ans? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut les traiter? Parce qu'aujourd'hui, je considère que ni la sérénité ni la confiance ne sont installées dans le pays. Quand je dis confiance, quand on entend même ce matin quelqu'un qui est intervenu pour traiter les chefs d'entreprise de rentiers, je pense qu'il y a un gros problème aujourd'hui de perception. On a monté les Tunisiens les uns contre les autres. Le patron est un voleur, est un rentier. L'ouvrier a été spolié pendant X années par le gouvernement, par le patron, etc. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas résolu notre problématique de justice transitionnelle pour punir ceux qui ont contrevenu, et il y a des patrons qui l'ont fait, M. de Guibon a mentionné tout à l'heure effectivement la problématique de la sous-traitance, il y a des gens malhonnêtes qui étaient dans ce métier, punissons-les. Mais il ne s'agit pas de condamner un pan de métier entier qui rend réellement service à l'économie et à la compétitivité de notre économie. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de positions dogmatiques qui sont tenues par les syndicats ouvriers. La sous-traitance en État, c'est vraiment une position dogmatique. On n'est pas dans le débat, on est dans le dogme. Sous-traitance, non. Mais sous-traitance, ce n'est pas mauvais si c'est fait correctement. Il y a un autre débat où on dit non, et qui, je pense, est fondamental pour développer notre pays, c'est tout ce qui est partenariat public-privé. Parce que dans une logique de développement des infrastructures, on va avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent. Cet argent, il serait certainement dangereux de le faire dépenser sur le budget de l'État. Parce qu'on va prendre des engagements énormes au niveau de l'État, avec peut-être pas l'assurance d'une gestion qui mènera tout cela à bon port. Or, la position, encore une fois, d'un syndicat, notamment l'UGTT, est de dire pas de PPP, et à la limite, on est presque contre la remise dans le privé des entreprises qui ont été nationalisées. Je pense que là, c'est extrêmement dangereux et extrêmement grave, parce qu'on est dans une logique qui s'est passée, d'ailleurs, notamment au niveau de l'Astec, qui est de créer des emplois non pérennes. Quand l'Astec était à 9500 employés, qu'elle passe à 13 500 employés parce qu'on a intégré tous les gens qui étaient dans la sous-traitance à l'Astec, quel est l'avenir de l'Astec?
Moi, je vous invite à faire un exercice que j'ai fait, de regarder, il y a un site qui vient d'être repris par Thomson Reuters, qui s'appelle Zaouia.com, qui donne des informations économiques sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ce qu'on peut y trouver dans les utilities, donc dans les entreprises de type Plastec, c'est que nous ne sommes classés dans aucun classement par chiffre d'affaires, par rentabilité, par ceci, cela. On n'est pas dans le top 5. On est dans le top 5 du nombre d'employés. Je vous laisse imaginer. Sachant que dans tout ce débat, il y a quand même des laissés pour compte importants qui ont été quelque part à l'origine de cette révolution. Ce sont les chômeurs. On les traite comment dans tout ce débat? Aujourd'hui, le seul débat qu'on entend dans les médias, c'est les augmentations salariales. Mais est-ce qu'on a parlé de la création d'emplois? Parce que finalement, aujourd'hui, il s'agit de créer plus de richesses pour arriver à mieux la répartir et pour arriver à améliorer le niveau de vie des gens. Mais il y a des laissés pour compte qui sont aussi des laissés pour compte de ce débat, parce que les syndicats défendent finalement les gens qui sont déjà employés. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à améliorer le niveau de vie de ces gens, bien sûr qu'il le faut, mais on le fera par la création de richesses. On ne le fera pas par des emplois que j'appellerais fictifs, parce qu'ils n'auront aucune durabilité, ils ne feront que surcharger cette économie, et de toutes les manières, on laisse de côté ces chômeurs qui, eux, aujourd'hui, ne sont pas traités dans ce contrat. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, il y a le retour de balancier. On était dans une situation, sous Ben Ali, de répression, et que cette répression a sans doute peut-être plus profité au patronat qu'à l'ouvrier. Et beaucoup de patrons qui étaient dans une logique irrespectueuse du travail ont maltraité les gens, ont conduit à une situation où aujourd'hui, après une révolution, j'ai envie de dire, il faut rétablir la loi. Il ne faut pas que le mouvement de balancier nous entraîne de l'autre côté vers une dictature sociale. Ça serait extrêmement grave pour notre économie. Donc il faut que l'on soit dans le respect de la loi. C'est un argument très fort. Malheureusement, le respect de la loi après la Révolution n'a pas été réalisé, n'a pas été obtenu. Il faudrait que petit à petit, les instances d'encadrement, qu'elles soient syndicats, ouvriers ou patronaux, eh bien, ces instances, elles poussent un petit peu leurs équipes à une chose qui doit nous rapprocher et non plus nous diviser, parce qu'il ne s'agit plus de monter les Tunisiens les uns contre les autres et de dire l'ouvrier est l'ennemi de l'employeur. Il faut au contraire dire d'ailleurs que cette entreprise appartient aux deux, que l'avenir des deux est lié à l'entreprise. Donc aujourd'hui, moi je suis plus dans une défense de l'entreprise que du patron ou de l'employeur. Aujourd'hui, si on veut pérenniser ces entreprises, ce n'est pas en donnant des augmentations inconsidérées qui finiront par mener cette entreprise à sa perte. La défense de l'entreprise ou de la compétitivité de nos entreprises, est-ce qu'aujourd'hui c'est une préoccupation, d'après vous, uniquement des seuls patrons, des seuls actionnaires des entreprises? Ça ne doit pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Comment créer le climat de confiance, le niveau de débat qui permet cette prise de conscience? Parce que si j'entends bien ce que vous dites que le débat est mal posé à la base et que nous sommes dans des débats de riches, donc forcément à côté des sujets qui sont importants pour notre économie, et qu'en plus il n'y a pas le climat de confiance ou le rapport de confiance nécessaire pour qu'on puisse faire converger les positions des uns et des autres vers l'intérêt général. Quand j'ai parlé de manque de sérénité et de confiance, je pense qu'aujourd'hui, il y a un amalgame aussi, c'est-à-dire que la scène que l'on a en Tunisie, en tout cas on le voit au niveau médiatique, aujourd'hui la scène politique est loin d'être stabilisée. Et cette scène politique interfère fortement avec le social. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir un amalgame, parfois, qui existe entre forces sociales ou syndicats et ce qui se passe sur la scène politique. Les uns influencent les autres. Donc tant que cette sérénité n'est pas là, il y a déjà un débat qui est extrêmement perturbé. Et ce débat reste perturbé parce que les échéances électorales, etc. ne sont pas claires et que on profite quelque part un peu de ce chaos pour essayer de placer des pions à droite à gauche, pour essayer de prendre des positions et se dire ça sera toujours ça de prix. Or, je pense qu'il ne faut plus refaire les erreurs du passé qui ont... C'est-à-dire que si on reste dans le rapport de force, si on reste entre
le non-respect de l'autre et la non-recherche d'une solution pérenne. Celui qui a le rapport de force en sa faveur à un moment donné, abusera de sa position et poussera pour un contrat qui lui est le plus favorable possible. Ce n'est pas nécessairement le contrat qui est le plus favorable pour le pays, ce n'est pas nécessairement le contrat qui est le plus favorable pour l'entreprise. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que l'on pourrait développer pour l'avenir si la sérénité est là. Il y a un exemple que je citerai, que j'ai vu en Égypte, que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise distribue des dividendes en Égypte, je dis bien distribue des dividendes, non pas réalise des bénéfices, eh bien 10% des dividendes sont distribués aux employés. Donc, quelque part, on peut mettre en place des mécaniques qui feront que la perception des uns et des autres, c'est que l'entreprise, c'est l'entreprise de certains investisseurs, mais c'est aussi l'entreprise des ouvriers et des employés en général qui y travaillent. C'est un cadre commun qui est un acteur de l'économie du pays. On peut essayer d'assurer cette cohésion en mettant en place des mécanismes qui feront que les uns et les autres verront leur intérêt commun. Aujourd'hui, tant qu'on reste dans des intérêts antagonistes, on n'y arrivera pas. Et les tensions, malheureusement, me semblent encore très exacerbées. Et le discours que j'entends dans les différents médias, parce que malheureusement, la perception est au moins aussi importante que la réalité. Quand on voit l'indice de compétitivité globale de Davos, dans lequel on n'est plus classé cette année, cet indice utilise entre autres paramètres un paramètre qui est l'efficience du marché du travail, mais je passerai sur les détails de sa construction, mais c'est de la perception. C'est une enquête auprès des entreprises privées pour dire comment vous voyez telle ou telle chose. Ça s'appelle l'attractivité du pays en termes de conditions de travail. Voilà. C'est clair que, pardon, j'interviens, mais le fait de ne pas être à Davos cette année dans le classement, c'est pas une punition. C'est parce que les trois critères principaux, l'attractivité et puis deux autres qui sont évidents, évidemment que pour des purs esprits, comme sont les gens de Davos, parce que ce sont des purs esprits, ils ne peuvent pas se prononcer. Le fait que la Tunisie ne soit pas classée ne veut pas dire qu'elle soit sortie des 200 pays, qu'elle est 200 on reviendra peut-être tout à l'heure sur ce sujet-là. Il y a trois critères principaux. Non, il y en a plein, mais il y a trois critères principaux. On reviendra tout à l'heure à ce sujet, peut-être dans les débats avec la salle, certainement. C'est Aziz Mbak. Donc, en tant qu'investisseur, quand vous prenez une décision d'investir, que ce soit dans une entreprise ou dans un pays, le facteur humain, le facteur social, j'imagine, est important. Comment vous l'évaluez ou comment vous le lisez aujourd'hui en Tunisie? On a un premier commentaire sur ce qui a été dit. D'abord, je partage plein de choses dans ce qui a été dit, dans ce qui vient d'être dit. Et notamment, moi j'ai tendance à considérer que l'instauration d'un dialogue, c'est toujours une chose extrêmement positive. Même si, en fait, les attributs d'une discussion qui s'engage ne sont pas tous honorés, mais je considère que d'une discussion, même qui part un petit peu dans tous les sens au départ, in fine, jaillit la lumière. Je considère, pour avoir un observatoire, je ne vais pas dire statistiquement significatif, mais en tout cas qui me semble significatif, puisqu'il couvre un certain nombre de villes, de régions, de secteurs, il y a eu peu de problèmes en Tunisie. Il y a eu très peu de problèmes sociaux. Il y en a eu, bien sûr. Et les problèmes sociaux qui sont produits ont été médiatisés, mais il y a eu peu de problèmes, parce que finalement, je pense que ce n'est ni le souhait du chef d'entreprise, et j'utilise le même terme que celui utilisé par C, mais pas d'affairiste, mais des chefs d'entreprise et qui travaillent et qui cravachent tous les jours pour pouvoir honorer le paiement des salaires, on le sait tous. Et beaucoup de bon sens de la part des salariés, en fait. Ils veulent travailler tranquillement, percevoir leur paye, et puis rentrer chez eux, et puis faire évoluer en fait leur carrière au sein de ces entreprises. Donc l'instauration du dialogue, je considère que c'est quelque chose de positif, même si je partage aussi ce qu'a dit M. Guibault. Je pense qu'il faut avoir un environnement réglementaire clair, évolutif, certainement évolutif, et c'est ça en fait la base d'un contrat social. Je pense que ce qui doit englober cela, j'ai tendance à comparer ce qui vient d'être dit, c'est réel, à ce qui s'est passé lors de la mise à niveau en Tunisie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la mise à niveau
a été quelque chose de très positif pour la Tunisie. Pas sur les aspects techniques, parce que sur les aspects techniques, à avoir et à manger, il y a des gens qui ont bien travaillé, d'autres qui ont beaucoup moins bien travaillé, mais c'est surtout l'état d'esprit que ça a insufflé. Ça a créé en fait une dynamique, et cette dynamique de dialogue, s'il peut y avoir des organes qui peuvent la catalyser pour qu'on sorte en fait de l'environnement paternaliste qui présidait à la relation chef d'entreprise salarié au sein des PME, je considère que c'est une très très bonne chose. Mais la base, c'est le droit et la bonne application du droit, et ça, c'est loin d'être vérifié. Maintenant, pour revenir à l'environnement, la perception d'un investisseur, d'abord, moi, je ne suis pas un investisseur objectif, même si je gère des ressources non résidentes, mais je suis tunisien d'abord, et donc je ne suis pas objectif. Et donc, moi, j'ai souvent tendance à faire interférer l'affectif dans ma prise de décision, dans un sens ou dans l'autre, mais je ne peux pas m'en défaire et c'est normal. Franchement, je partage ce qui a été dit, les attributs de la compétitivité sont multiples. Hein. On peut parler d'infrastructure, on peut parler de gouvernance, on peut parler du fonctionnement de la justice, on peut parler de logistique, enfin on peut parler d'un certain nombre de choses. Mais je considère, pour pouvoir comparer la Tunisie à des pays auxquels on se compare souvent, notamment le Maroc, on gère plusieurs plateformes industrielles au Maroc, la Tunisie, et je le dis, on est même devant nos amis marocains, la Tunisie est une base qui est infiniment plus compétitive que le Maroc. Je parle de l'industrie, hein. Sur certains services, il y a peut-être d'autres données qui entrent en ligne de compte, mais la Tunisie est infiniment plus compétitive. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est le problème. C'est pas l'aspect affectif, ce sont des études sérieuses. Bon, après, il y a une question d'image et de perception, et c'est fondamental. Dans les attributs de la compétitivité, cette notion est une notion forte qui doit être intégrée, et on ne peut pas dire, quand on voit de manière permanente des articles dans les principaux médias qui sont des pays qui ont des liens forts avec la Tunisie, soit en Europe ou en dehors de l'Europe, ça a un effet désastreux. Ça a un effet désastreux. Enfin, cet été, on a reçu... On était en relation d'affaires avec un certain nombre de personnes. Quand il y a eu les événements de Abdelia et le couvre-feu, je peux te dire que c'est des événements sérieux, je ne les minimise pas. Dans le quartier dans lequel j'habite, vous vous souvenez tous qu'il y avait la Coupe d'Europe, et dans des terrasses de café, le premier jour du couvre-feu, le couvre-feu était décrété à 20h, dans les terrasses de café à 21h, les gens vibraient pour le but, voilà, pour le dribble de tel ou tel joueur. Donc, et en réalité, la perception, même les gens qui sont venus, se sont dit, ce dont on parle, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un incident, ce sont des incidents graves qui sont produits, mais la réalité, le quotidien est totalement différent et déconnecté de ce qui nous est présenté. Mais c'est à prendre en ligne de compte. Et quand je vois, pour revenir à cet exemple particulier, aujourd'hui Volkswagen a annoncé qu'ils ne vont pas investir en Algérie, mais que dans leur hésitation entre la Tunisie et le Maroc, le cœur balance du côté du Maroc, voilà, que Bombardier, après avoir été très très proche de la concrétisation d'un site industriel important en Tunisie, le réalise au Maroc, sachant même, pour avoir discuté avec les gens de Bombardier, je le sais, sachant même qu'ils savent que le site est moins compétitif en termes de prix de revient, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette question de perception. Alors, la question de la perception de ce qui se passe en Tunisie, et cette question de perception, pour revenir aussi, j'ai l'impression de faire une synthèse de ce qui a été dit, mais c'est bien, la question de la perception, c'est aussi le consensus qui la traite et qui la gère. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais la manière avec laquelle on aborde nos différences, parfois nos divergences, elle est très très importante pour pouvoir dépasser la difficulté de la divergence. Et je pense qu'il est grand temps, en Tunisie, qu'il y ait un minimum de consensus sur les sujets essentiels. Et je tiens à dire qu'au sein de l'entreprise, ce consensus a souvent été trouvé. Souvent, parce qu'il y a eu très peu de conflits en réalité au sein des entreprises, je le répète, très peu de conflits. Et même quand il y en a eu, le fait même de faire preuve d'un peu de bon sens a permis de dépasser une situation difficile, même si elle a été pénible pour le chef d'entreprise, et souvent pénible, je vous paraphrase des phrases que j'ai entendues. Je vais traduire de l'arabe, M. de Guibon, et nos amis non tunisiens vont m'excuser. C'est mon fils,
je l'ai éduqué pratiquement, je connais son père, j'ai recruté son père. Comment est-ce qu'il ose réagir de cette manière? Et en fait, ils n'ont pas compris que dans une crise d'adolescence, un enfant est un enfant. On ne va pas le réfuter simplement parce qu'il sort du cadre logique. Donc, dans ces relations, en fait, l'institutionnalisation de la relation, disons, direction, chef d'entreprise, salarié, c'est quelque chose d'important. Elle a des attributs au sein de l'entreprise et de manière un peu plus large au sein des organisations, soit patronales, voilà, salariales. Mais je pense que la nature, en fait, avec laquelle ces discussions doivent être menées au sein de l'entreprise doivent être beaucoup plus institutionnelles, moins paternalistes, ce qui ne veut pas dire que la relation ne doit pas être humaine. Parce que souvent, là, on parle du niveau local du dialogue social, du niveau entreprise. Je parle du niveau entreprise, c'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Aujourd'hui, c'est pas par là que ça commence. Aujourd'hui, il faut les deux, mais c'est commencé par là, parce que bon, il y a eu des foyers de discorde au sein de plusieurs PME. Il faudrait que ça commence par là. Il y a eu des foyers de discorde, et ces foyers, enfin, sur le peu que j'ai pu voir, ont été substantiellement éteints, parce qu'il y a eu beaucoup de bon sens d'un côté comme de l'autre. Et je tiens à dire que dans ce que nous avons vécu, par exemple, moi je voudrais parler de manière ponctuelle de la sous-traitance. Moi, je peux dire que de ma position d'administrateur de plusieurs PME, je pense que j'ai fauté. Parce que dans plusieurs situations, je peux citer l'exemple du PME, on était 200 personnes, d'accord, on est passé de 200 à 600 personnes et on a substantiellement puisé dans la sous-traitance. Sur des postes qui sont stables, qui sont structurels pour l'entreprise, mais je pense souvent par bêtise, d'ailleurs, et par négligence, et parce qu'on n'y a pas attaché le temps qu'il faut, ça n'a pas été corrigé. Et parfois, à ce type de bras de fer, je pense qu'il est aussi salutaire, parce qu'il peut y avoir des prises de conscience de la part des chefs d'entreprise pour qu'ils corrigent aussi ce qui doit être corrigé. Tout ça pour dire, c'est des petites anecdotes, mais qui sont révélatrices. Je pense que la fonction ressources humaines au sein des PME et des grandes PME est devenue une fonction essentielle. Je pense que cette compétence n'existe pas aujourd'hui, enfin qu'elle existe de façon marginale. On a des gens qui s'occupent de payroll, enfin, qui ordonnancent la paye, voilà, qui traitent les aspects logistiques. Je pense que managériale. Je pense que après vous pourrez la situer où vous voulez, mais je pense que la gestion des ressources humaines dans toute sa dimension, c'est quelque chose d'essentiel au sein de la PME, et c'est quelque chose qui est en évolution par rapport à ce que nous avons vécu. Il y a très très peu d'entreprises qui sont habituées qui ont cette fonction et qui ont une fonction qui ont cette fonction qui est remplie par un tiers. Parce qu'à l'origine, encore une fois, elle était remplie par le chef d'entreprise lui-même, mais de façon tout à fait paternaliste et non structurée et surtout non prévisionnelle. Parce que finalement, dans leur grande majorité, ce que demandent qu'on demande tous, en tant que tous était à un moment ou à un autre salarié d'une entreprise, on demande de la visibilité, on souhaite savoir ce qui va devenir de nous dans quelques temps. Un dernier mot sur la flexibilité, parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental. Je pense que si on veut relancer l'emploi en Tunisie, je suis d'accord avec ce qu'a dit Slim. Dans tout le débat qu'on a écouté, on l'a entendu, la problématique de la relation employeur-employé est posée, alors bien ou de manière perfectible, oui, mais bon, la question des sans-emploi, c'est la question essentielle aujourd'hui en Tunisie. Il faut replacer en fait ce sujet dans les débats. Et aujourd'hui, on peut regarder plusieurs indicateurs. Donc nous, par exemple, on contrôle un tour opérateur basé en France, et je peux annoncer des chiffres excellent pour le mois d'août, excellent, très bon pour le mois de septembre en prévision. Le rythme des réservations est bon. Alors après, c'est vrai, il peut y avoir des annulations quand il y a un incident, quand il y a un problème. Mais d'une façon générale, il y a quelques indicateurs qui sont bons et il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais le principal indicateur qui m'inquiète en Tunisie en tant qu'investisseur, c'est l'indicateur d'investissement qui est très mauvais. En Tunisie, on peut nous sortir tous les chiffres que l'on veut. L'investissement dans la PME est mauvais. Aujourd'hui, la création d'entreprises est en panne et nous avons besoin de le relancer de manière volontariste. Et ça ne peut venir, de mon point de vue, que des politiques publiques. Et je pense que nous avons besoin d'instruments type dette ou autre.
après c'est un débat qui peut être technique, mais on a besoin de le faire et on a besoin de le faire de manière urgente. Sinon ça ne se fera pas tout seul. Mais avec quoi ils vont le faire? Avec quoi ils vont le faire? Vous parlez de moyens financiers ou de moyens humains? Je parle de moyens financiers. Alors de moyens financiers, Les pouvoirs publics. les pouvoirs publics, moi je prétends, et j'ai fait quelques calculs simples, je prétends aujourd'hui que si on lance de grandes initiatives publiques, là je vais parler de mon métier, je m'en excuse, mais je ne vais pas parler de notre structure, parce que nous lançons cette initiative. Je pense que nous avons besoin de ceux qui financent des projets en démarrage, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on dit financer des projets en démarrage, c'est avoir la capacité d'incuber des projets. Je travaille dans une entreprise que nous avons incubée il y a 20 ans, qui s'appelle Oxia, et nous l'avons fait de manière non institutionnelle. Aujourd'hui, Oxia, c'est combien de personnes? Tu m'as donné des chiffres? 250, moi j'en suis resté à 25 ou à 30. Bon. Donc aujourd'hui, surtout dans le secteur des services, et on a une très très belle carte à jouer en Tunisie dans le secteur des services, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de lancer ces incubateurs, et je pense que si on en lance une quinzaine ou une vingtaine sur un capital de 20 ou à 30 millions de dinars chacun, d'abord il peut y avoir des effets de levier, parce que les bailleurs de fonds internationaux cherchent à avoir des idées pertinentes. Il faut avoir des gestionnaires, mais je pense qu'il y a de la compétence en Tunisie pour le faire. Et chacun de ces incubateurs, c'est à lui, c'est à chacun de ces incubateurs de créer les 7 ou 8 000 emplois qu'il peut créer sur chaque fonds qu'il peut avoir cette taille dans ces différents métiers. Et ça, c'est venir au contrat social, donc la question qu'on pose à Boukat. Non, mais je veux dire que dans le contrat social, la question de l'emploi me semble être essentielle. Voilà, justement. Il faut pas la question de l'emploi, donc on a bien compris, elle est liée donc à l'investissement, à la création de richesse. Comment disons, mettre en valeur cet aspect-là dans le contrat social? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le dialogue en cours, est-ce que c'est pris en considération suffisamment? Est-ce que ça va dans ce sens ou pas? Oui, si vous voulez, je vais répondre à votre question, mais je vais revenir un peu sur la perception, la perception un peu du timing dont a parlé Slim tout à l'heure par rapport au contrat social, l'opportunité de ce timing par rapport à cette période, et j'ai une autre approche. Pour l'emploi, il est clair aujourd'hui que l'emploi, les 4 maillons essentiels de l'emploi sont le maillon économique, le maillon relations de travail, formation professionnelle et intermédiation au niveau du marché du travail. C'est les quatre bon, à différentes importances et interventions. Au niveau du maillon économique, bien sûr, c'est l'investissement, c'est la PME. Aujourd'hui, l'emploi ne passera, à mon avis, que par la PME. L'assistance au niveau de la PME existante, aujourd'hui, et la création de PME. Parce que les grands groupes, aujourd'hui, ne vont pas, eux, créer l'emploi réellement. Ils peuvent créer l'emploi différemment et avoir une intervention positive au niveau de l'économie, au niveau de l'intégration économique. Peut-être on peut compter sur eux pour améliorer le niveau de notre valeur ajoutée, l'intégration économique. Et Dieu seul sait combien on a besoin pour la période à venir avec cette dévaluation de la monnaie. Et aussi, c'est un nouveau créneau d'emploi, l'intégration économique. Et c'est beaucoup plus un programme, une stratégie d'assistance à la PME actuelle et la création de nouvelles entreprises. Les relations de travail, et nous sommes auteurs au niveau du contrat social de cette question. La formation professionnelle, c'est très important. Aujourd'hui, le secteur privé n'a pas réellement intervenu, n'a pas une intervention efficace, n'a pas eu d'intervention efficace durant les 2 décennies passées au niveau de la formation professionnelle, ou bien ni au niveau des programmes de formation professionnelle, ni au niveau de l'alternance, ni au niveau de la formation de base. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut redéfinir les relations et l'intervention du secteur privé et de l'entreprise dans ce modèle de formation. Et l'intermédiation, et là on arrive à une question très importante, qui est le marché du travail, mais aussi la sous-traitance dans le cadre de ce marché du travail. La sous-traitance, elle s'est imposée d'elle-même. Ça a été une réalité. Au début, on a vu cette utilisation de la sous-traitance et ce phénomène de la sous-traitance naître au début des années 90 parce que l'entreprise n'avait pas de visibilité, elle vivait un peu au jour le jour, elle s'est basée sur ça. Du moins, les marchés n'étaient pas, c'était des marchés ponctuels, et donc elle utilisait la sous-traitance et c'était admis par tout le monde. Or après, on a vu, et vous l'avez dit
une surutilisation, une mauvaise utilisation ou une utilisation perverse de la sous-traitance par des groupes sur des postes d'emploi permanents. Et c'est ce qui, aujourd'hui, à mon avis, a fait du mal à cette sous-traitance, à ce système positif qui devrait nous donner plus de souplesse. Bon, nous, notre avis, nous, en tant qu'UTICA, par rapport à la sous-traitance, c'est de redéfinir cette sous-traitance dans le sens de l'externalisation de certains services et les confirmer et les encadrer légalement et conventionnellement, externaliser certains services à l'entreprise tels que le gardiennage, les femmes de ménage, d'autres même techniques, et aussi développer l'intérim, tout en abandonnant l'autre sous-traitance qui est une sorte, entre guillemets, et qui nous a fait du tort, la location de main-d'œuvre basique qui n'a aucun apport. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une politique qui a été un peu négative et des répercussions négatives sur certains secteurs, qui est celle la décision du gouvernement au printemps 2011, où il a intégré toute la sous-traitance dans le secteur public, il a mis en difficulté certains secteurs qui sont dans cette activité. Mais nous devons définir donc et l'intermédiation. Aujourd'hui, elle n'est que publique. Et nous, en tant qu'organisation patronale, nous voulons un peu développer cette intermédiation à travers les bureaux privés d'emploi, et nous croyons qu'ils auront nous sommes convaincus qu'ils auront un effet très positif au niveau Pour revenir, Taouchoua, au niveau de cette question de contrat, d'opportunité et d'environnement serein social. L'environnement serein, on ne l'attend pas, on le fait. Si vous allez attendre pour développer un contrat social, qu'il y ait un environnement social, moi je vous dis pourquoi un contrat social. Si l'environnement est correct, je ne prends pas la peine. Donc, nous, à travers le contrat social, et c'est notre idée, nous voulons mettre en place un environnement social serein. Et c'est un des éléments et l'instrument principal de l'environnement va être le contrat social. Il faut être actif, ne pas attendre et dire voilà, là où il n'y a pas un environnement, je ne peux pas investir. Il faut qui va faire l'environnement? Qui va mettre en place l'environnement? Je termine, j'ai pas les investisseurs social de voir ce dialogue-là déraper politique. Social serein. Politique. Le politique interfère beaucoup avec le social. Nous avons, et tu as vécu cette période, je sais que tu as vécu cette période difficile de 2011. Et j'en ai tiré des enseignements de ton dossier. Et un peu cette idée vient un peu de la question de ce que tu as vécu un peu. Nous avons un problème réel. Il y a une explosion de revendications irrationnelles. On l'a vu suite à la révolution. Et tout est remis en cause. Tout est menacé. Le code du travail a été menacé. Le contrat à durée déterminée a été menacé. Vous êtes à 1 an et demi, en troisième période de 6 mois de contrat à durée déterminée, on vous demande de confirmer, de titulariser le salarié. Sous quel principe? Celui de la révolution. La contrat de travail, nous on a fait une révolution, donc il y avait un danger. Et c'est pour ça que l'UTICA a été initiateur un peu de cette plateforme avec le JTT, parce que quand il y a une menace, il faut aller directement vers la menace et essayer de l'encadrer, essayer de la coller, et essayer de mettre un cadre qui est le contrat social. Aujourd'hui, nous espérons qu'on arrivera aux objectifs escomptés, mais l'action, donc notre position est différente. On n'attend pas un climat serein, il faut le construire. Et donc, à travers le contrat social, nous comptons mettre en place et participer à la mise en place de ce climat serein. Nous, autre chose, nous sommes face à deux problèmes. Des travailleurs qui ne sont pas conscients, et beaucoup moins peut-être avec cette explosion qu'avant, des enjeux économiques et sociaux du pays, de l'avenir du pays. Ça, on le ressent. Mais nous avons aussi des employeurs, et ça, je le ressens, et ça, c'est mon avis personnel, qui manquent de compétences sociales. Moi j'ai vu, et je vous le dis, j'ai été étonné, une entreprise de 180 personnes, voilà 200 personnes qui existent depuis 30 ans, le patron ne connaît pas les délégués syndicaux qui sont devant lui, ne connaît pas leur nom. Les mouches 1800, voilà 18 000. Donc là ça revient Donc il y a un problème, l'élément social était presque absent.
il s'est imposé, et on l'a eu en plein dans le visage. C'est ça. Il faut maintenant prendre le taureau par les cornes et mettre en place tout ce système. Parce que nous, on a des choses qui se... Par exemple, il n'y a pas eu de grève, comme a dit M. de Guibon, pas beaucoup plus qu'avant. Le problème, ce n'est pas une question de nombre, mais de qualité et de spécificité. On n'avait pas l'artisan, on n'avait pas l'occupation des lieux. On n'avait pas des chefs d'entreprise qui sortaient de leur entreprise. Il n'y avait pas de propriété privée qui était menacée, un droit fondamental. On n'avait pas, même s'il y a moins de grève qu'avant. L'encadrement de la grève, de la pratique de grève, de l'exercice du droit de grève, c'est quelque chose qui est posé aujourd'hui, parce que là, il y a quand même beaucoup de dérapages dans ce sens-là. Non. Ce n'est pas encore posé. Nous sommes en train de vivre, d'essayer de limiter. Vous ne pouvez pas ouvrir tous les chantiers. C'est pas possible. Nous, on sort d'un mois. On reste toujours dans une négociation sous contrainte avec des bras de fer. Il n'y a aucune négociation. Vous êtes à... Non, pardon. On sort d'un mois de grève précis à Zarzis, effectivement, c'est pas simple. À Sfax, c'est pas très simple non plus. Il n'y a absolument aucune contrepartie. Je veux dire par là, on ne peut pas, quand on a les collaborateurs en face de nous et les représentants de l'UGTT, en l'occurrence, on ne peut absolument jamais arriver à formaliser le moindre accord parce que au niveau de la délégation, au niveau du gouvernorat, ou au niveau de la direction du travail, il n'y a rien. Il n'y a aucune volonté de prendre parti, d'opter, ou même d'être présent et d'apposer une signature sur un PV. Donc ça, c'est dramatique. Voilà. Ça, c'est dramatique parce que un mouvement social qui aurait pu durer une semaine et qui se justifiait à la limite pendant une semaine, a duré un mois parce qu'on n'arrivait pas. Mais ni c'est de l'indécision, c'est du manque de volonté. Mais naturellement, il ne peut pas y avoir... C'est un manque total de courage et c'est une trouille verte. Il ne peut pas y avoir un contrat, puisqu'on parle de contrat, et donc de confiance, entre simplement deux parties, s'il n'y a pas un arbitre au milieu qui appose sa signature en disant... La question du rôle de l'État qui va être le sujet de la plénière de clôture. Mais naturellement, est totalement absent. Je crois que Slim voulait intervenir sur ce sujet. En fait, c'était simplement pour confirmer ce que vient de dire M. de Guibon et pour insister sur le fait que quand je parlais tout à l'heure de confiance et de sérénité, je parlais du climat politique qui influence ou qui interfère très fortement avec le social. Le fait qu'aujourd'hui, on ait effectivement, au niveau des gouvernements, au niveau des délégations, des gens qui ne prennent pas position, eh bien, c'est lié à l'incertitude politique qu'il y a dans le pays. Donc, il y a une très forte incertitude politique et il y a, il faut le dire, dans certains cas, des gens au niveau des syndicats qui se considèrent comme étant une force politique alternative Aujourd'hui, soyons clairs pour la gestion des crises. Un problème de gestion de crise. À partir du moment où vous avez une interférence qui va à ce niveau de bras de fer, dont l'enjeu n'est plus le volet social. Le volet social est oublié à la limite par les gens qui font ce genre de manipulation. L'enjeu est politique, l'enjeu est gouverner ce pays sur le long terme. Donc l'enjeu est autre. À partir du moment où on a dévoyé le débat social, vous ne pouvez plus arriver à quelque chose de rationnel. Lorsque vous êtes en train de discuter avec des gens et que on vous a dit que parmi les revendications, il pouvait y avoir des demandes d'augmentation, parce que vous posez la question, est-ce que vous savez de quel ordre de salaire on est en train de parler dans l'entreprise? Et que la réponse est, ce n'est pas le problème. Lorsque vous dites, est-ce que vous savez que ces gens-là sont payés plus de 30% de plus que la convention collective? Et que la réponse est, oui, mais les patrons sont des voleurs. Est-ce que là, on est dans un débat serein? Alors, posons les bases d'un vrai débat où il y a une écoute et où on a mis en face des gens qui sont là pour arriver à un vrai contrat, pour arriver à un accord qui est dans l'intérêt, encore une fois, pas seulement de l'employeur, qui est dans l'intérêt aussi du salarié. Parce que aujourd'hui, on a envie, d'avoir un cadre qui respecte la loi, qui fait fonctionner les entreprises, où il y a un arbitre qui prend des positions et qui sanctionne tous les contrevenants, qu'ils soient chefs d'entreprise ou qu'ils soient employés. Mais lorsqu'effectivement on abuse, lorsqu'il y a des entreprises, je prends le cas de la sous-traitance encore, qui n'ont pas payé peut-être correctement les gens, qui les ont payés hors contrat même, donc ils les ont payés au noir. En fait, vous avez des gens qui prennent des contrats avec des entreprises
et qui ne payent pas les gens correctement, qui ne payent pas la CNSS, qui ne payent pas ce genre de choses. Ces gens-là méritent d'être en prison, soyons clairs. Or, qu'est-ce qu'on a vu comme sanction de ce type aujourd'hui? Je pense que pour assainir le débat, il va falloir effectivement assainir, aller dans cette logique de justice transitionnelle qui n'a peut-être pas suivi son cours suffisamment et qui fait qu'à chaque fois que vous enclenchez un débat, on va vous ressortir « Ah oui, mais les employeurs sont des voleurs, mais ceci, mais cela ». Alors, donc, allons au fond des choses, tranchons les cas les plus saillants, sanctionnons lorsqu'il y a lieu, mais donnons aussi leurs droits à ceux qui ont un droit. Donc, tant qu'on n'a pas été dans cette application pure et simple de la loi, il n'y a pas, malheureusement, avec une formation d'ingénieur, on a un esprit peut-être un peu trop rationnel, et que dans la gestion sociale, il y a d'autres composantes, ou dans la gestion politique, c'est encore pire. Donc, aujourd'hui, il faut quand même revenir un minimum à un cadre légal et l'imposer, et avoir le courage de l'imposer. Qui va le faire? L'État, il y a un État dans ce Oui, nous, l'État. Absence d'État. Absence de politique, tu viens de dire. Mais c'est ça. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Justement. C'est là où j'en reviens. En l'absence. Est-ce qu'on a le choix? On doit quand même poser ce débat aujourd'hui et arriver peut-être le contrat social finalement auquel on arrivera le 14 janvier. Moi, je vais être provocateur. 2013, ce sera pas. Je vais être provocateur. Est-ce qu'on accepterait aujourd'hui des licenciements dans des entreprises comme Tunisie Télécom, comme Tunisair, Tunisie Télécom, Tunisair et l'Astec? Est-ce qu'on accepterait aujourd'hui des licenciements secs dans ces entreprises? Parce que je considère que la pérennité de ces entreprises est liée aujourd'hui à assurer le bon niveau d'emploi dans ces entreprises. Je ne peux pas poser tous les problèmes en même temps. Et surtout, bon, je pense qu'il y a un timing pour tout. Il y a des moments... C'est le timing. C'est pas le timing. C'est pour ça que je dis le timing est compliqué. Je ne peux absolument pas prononcer ça. Et là, vous avez face à vous quelqu'un qui a souffert de Tunisair les 3 derniers jours. J'ai eu un cumul de 15 heures de retard sur les vols de Tunisair, donc je devrais dire autre chose. Et je pense qu'il faut qu'on reste quand même serein. Il faut qu'on reste serein et je pense qu'il faut qu'on cherche quand même à aller vers ce qui nous rassemble. Et pas vers ce qui peut vers ce qui peut créer encore plus de tensions et un fossé encore plus important. Je pense que c'est ce qu'il faut. On arrivera à un accord à minima aujourd'hui sur l'essentiel. Je pense qu'il y a un aspect psychologique, je pense, important, qu'il faut prendre en ligne de compte au sein même des entreprises. J'ai eu face à moi Ismaël, que je connais, qui est psychologue, qui s'est intéressé à la problématique d'écoles et de lycées en difficulté dans des quartiers difficiles. Et la problématique psychologique est une problématique à prendre sérieusement en considération. C'est-à-dire on peut dépasser des difficultés importantes. Bon, après, vous allez me dire que c'est un âge scolaire. Après, l'âge mental peut aussi être un âge mental scolaire dans certaines situations. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir un peu plus de sérénité au chéri. On va prendre quelques questions dans la salle. Je pense que tout le monde est d'accord pour la mise en place d'un pacte social ou d'un contrat social pour régler ce problème. Mais le plus important est de savoir si toutes les parties qui sont impliquées dans ce processus-là sont disposées à appliquer ce pacte social. Et là, j'en doute pas. Je fais allusion aux syndicats essentiellement et à l'UGTT en particulier. Les syndicats aujourd'hui en Tunisie n'ont pas qu'une casquette sociale, ils ont une casquette politique et sociale. Et souvent, la casquette ou l'étiquette sociale est utilisée à des fins politiques. Donc il y a énormément d'arrière-pensées dans les négociations salariales ou dans l'approche sociale des syndicats pour des fins politiques. Et quand il y a des arrière-pensées, on peut se poser la question sur l'intérêt des syndicats de s'inscrire dans ce processus. Et c'est tout là le problème. Tout à l'heure, monsieur annonçait la signature d'un acte ou l'arrivée à conclure cet acte-là pour janvier 2013, donc soit une année après le lancement de l'idée. Et là, c'est un motif qui, à mes yeux, me laisse croire que ce pacte ne sera jamais appliqué, pour 2 raisons. D'abord, quelqu'un qui accepte de signer très rapidement un contrat, généralement, il n'a pas l'intention de l'appliquer. A contrario, quelqu'un qui négocie bien un contrat,
on peut présumer qu'il a l'intention de l'appliquer. Deuxièmement, en une année, sommes-nous sûrs de pouvoir aller dans la profondeur des choses? Monsieur disait qu'il ne faut pas regarder le contrat social d'un seul angle, mais d'avoir une vision assez globale. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On négocie le code du travail, les conventions collectives qui sont catastrophiques aujourd'hui, qui ne font que niveler par le bas les salariés. Je connais la convention collective du secteur financier beaucoup plus que les autres. Cette convention collective gère les carrières par l'ancienneté et uniquement par l'ancienneté. La performance et la compétence n'ont aucune place dans ces conventions collectives. Et là, on ne peut pas du tout avancer dans ce cadre-là. Donc tout doit être remis à plat, et ça ne peut pas se faire en une année. Mais comme on a dit tout à l'heure, on est obligé de commencer. Non, mais c'est bien de voir. C'est bien de. On va prendre une autre question. Moi je trouve que le projet du contrat social, le présenter en tant que présenter ces acteurs uniquement limités au patronat, aux entreprises, aux salariés et à l'État, c'est un peu réducteur. Il va falloir quand même penser à y intégrer des opérateurs de la société civile qui pourraient aider ces trois partenaires à huiler le débat et à revoir quand même certains fondamentaux de ce débat. Moi, le premier fondamental de ce débat, d'abord, le travail. La notion de travail, est-ce qu'on s'est posé la question suivante? Est-ce que la notion de travail est considérée comme étant une valeur chez nous ou pas? Il va falloir agir aussi au niveau des, je dirais, des supports culturels de la société tunisienne. Tout le monde s'accorde à dire que le travail n'est pas une valeur. Celui qui est travailleur, qui aime bien travailler, il est mal vu. Celui qui est fainéant, c'est un maf, c'est un halouf, c'est un salek. Est-ce qu'on n'est pas dans le cliché? Nous, on est dans une société où le système des valeurs est à l'envers. Il va falloir corriger un peu tout cela. Deux, le rôle de l'université. Il va falloir faire quelque chose au niveau de, ne serait-ce qu'au niveau de la période qui précède, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des structures qui peuvent encadrer les jeunes, c'est les universités. Il ne faut pas compter sur autre chose. Il faut faire quelque chose au niveau des 6 derniers mois, la période qui précède l'obtention du diplôme, faire un peu de culture d'entreprise, transmettre un peu de culture d'entreprise, un peu de culture du monde du travail à ces jeunes qui débarquent dans le monde du travail sans y comprendre rien du tout. 3. Le patronat. Tout à l'heure, j'ai suivi l'intervention de Si Ahmed Bousgand. Il se plaint un peu de l'image de l'entreprise. C'est aux entrepreneurs de faire quelque chose pour améliorer l'image de l'entreprise. Est-ce que par exemple, l'UTICA a commandé une enquête pour voir un peu la perception de l'entreprise au niveau de la société? Le mot perception est fondamental. Tout le monde je sais pas, et puis cette affaire de victimisation, tout le monde est victime de tout le monde. Les salariés sont victimes de je ne sais quoi, les patrons sont victimes de je ne sais quoi. Honnêtement, on est dans un climat, je dirais, psychologique et social qui est extrêmement lourd, qu'il va falloir aborder avec beaucoup de sérénité pour pouvoir espérer aboutir à... Je pense que tout le monde est conscient. Sinon, votre proposition, la proposition, j'y adhère à 100%. Moi, ce que je reproche au patronat, c'est qu'après une révolution, où le patronat devait, moi je suis patron, hein, donc il devait être conscient que la société allait lui demander des comptes. À tort ou à raison. Il aurait fallu que le patronat prenne des initiatives qui ont un air révolutionnaire. Et non pas se cacher et rester dans l'offensif et ne rien faire. Moi je pense qu'une mesure comme celle dont Slim a parlé, elle est fondamentale. Réserver 10% des bénéfices aux salariés, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser, sans qu'ils ne soient actionnaires. Des résultats distribuables. Hein? Non, mais au moment de la distribution des dividendes, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. Pensez, à mon avis, parce que l'un des problèmes fondamentaux de la Tunisie, au niveau de la jeunesse, c'est rendre, par exemple, l'insertion, le droit à l'insertion professionnelle, et pas le travail, c'est pas le droit au travail, le droit à l'insertion professionnelle
faut penser à le mettre dans la Constitution. Tout jeune a droit, il y a moyen d'y penser, tout jeune a droit à 2 années ou à 3 années de préparation à la vie professionnelle, sans que cela ne lui donne, parce que le droit au travail c'est une utopie, c'est n'importe quoi, mais un droit à l'insertion professionnelle où on met, qui est défini entre la fac, l'État et les entreprises et la société civile, c'est quelque chose, une piste qu'il va falloir creuser. Merci. Alors on va peut-être prendre d'autres questions et d'autres interventions. Pour revenir à l'image de l'entreprise, comme étant... c'est lui qui a parlé tout à l'heure. Je me présente Gélal Tritar à Tugien. Donc pour revenir à l'image de l'entreprise, moi je suis entrepreneur, donc j'ai géré des entreprises, je gère encore des entreprises. Il faut faire un constat, c'est-à-dire, il faut dire qu'aujourd'hui l'image de l'entreprise en Tunisie, elle est catastrophique. Chez le particulier, c'est-à-dire chez le citoyen tunisien et chez l'employeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de distribution de richesse. L'entreprise, c'est une entité qui crée de la richesse, mais qui doit la distribuer. Prenant le débat en France, dernièrement, on l'a limité dans les grands groupes, un rapport de 1 à 20 entre le bas salaire et le grand salaire. Donc ce débat existe même ailleurs, dans des sociétés qui sont établies et qui ont un passé industriel. En Tunisie, on n'a pas un passé industriel. On s'est créé une petite industrie par des pseudo-industriels qui venant du commerce. Aujourd'hui, quelle est la situation après 23 ans de Ben Ali plus l'ère Bourguiba? C'est un paysage qui est complètement dénaturé. L'employé, le problème ne tient pas seulement sur les parties quantitatives, il tient aussi sur le sentiment. Dans le sentiment, il y a un côté qui n'est pas objectif, qui est sentimental. Donc, si on ne veut pas regarder le problème de face et le traiter, il restera de même. Aujourd'hui, on parle de l'incapacité du système politique à répondre. Pourquoi? Parce que c'est un système politique qui se sent faible, qui n'est pas fort. Je prends l'exemple, par exemple, de l'aménagement du territoire, hein, pour expliquer ça. Qu'est-ce qu'on fait dans nos villes actuellement? On prend des lopins de terre dans les grandes villes pour construire des immeubles. Alors, il faut faire des plans d'aménagement. Si Paris aujourd'hui existe avec les grands boulevards, parce qu'à un certain moment, il y avait un pouvoir politique fort qui a créé des grands boulevards, qui a fait Paris. Ben, c'est la même chose dans l'organisation sociale. Tant qu'on n'a pas un pouvoir politique fort, donc légitime, et qui ne va pas commencer à distribuer les biens de la nation pour des gens qui sont dans des prisons et rentrer dans cette logique-là, on ne pourra rien faire. La première correction, c'est au niveau politique. Après, tout restera. Je termine sur l'histoire de Rentier. On parle d'entrepreneurs. Tout à l'heure, j'ai intervenu devant Ouidet Bouchameui, qui est pour moi représentante de l'UTICAR, pas encore présidente, pour dire, aujourd'hui, c'est un constat. Moi, je suis dans la TUJ. La TUJ, c'est quoi? C'est quand même une grande partie de gens qui ont fait de grandes écoles, etc. Faisons une statistique, rien que la TUJ, sur les 20 ou 30 dernières années, quels sont les gens qui ont créé des affaires, qui sont prospères? Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Et les gens qui ont prospéré, elle m'a dit l'éthique. Ben, l'éthique, moi je fais l'éthique. Aujourd'hui, je fais de la CAO, je fais de l'informatique. Mais je fais venir l'argent de France et d'extérieur. Je ne fais pas des affaires sur la Tunisie. Donc les gens qui ont réussi dans l'éthique, c'est des gens qui travaillent à l'export. Donc il y a un problème sur les marchés tunisiens, parce que les marchés tunisiens sont accaparés par des gens qui sont des rentiers, qui travaillent sur les rentes. Donc aujourd'hui, il faut le savoir. Est-ce qu'on va rester dans cette logique-là, ou on va permettre à des gens de créer? Voilà. Merci. Je voudrais très vite, pardon, je voudrais faire une synthèse de tout ce que j'ai entendu là depuis 10 minutes et je me mets à la place d'un investisseur étranger qui débarque et qui dit le pays, tiens, je vais venir voir si c'est intéressant. J'ai entendu la valeur travail n'existe pas. J'ai entendu les patrons sont des rentiers, sont des voyous. J'ai entendu qu'il faut réhabiliter l'image de l'entreprise qui est très très mauvaise. Mais est-ce que vous avez conscience, pardon, hein, mais est-ce que vous avez conscience du négativisme absolu dans le cœur? Non, mais c'est pas entre nous, excusez-moi, c'est pas entre nous, c'est épouvantable d'entendre ça. Non, vous avez raison. Évidemment qu'il faut en être conscient. Enfin, monsieur de Guilbon, dans ce pardon, le mot qui a été le plus souvent repris, c'est image et perception. mais On est en plein de... je vais vous dire, monsieur de Guilbon, ce qui a fait, à mon avis, avancer la Tunisie, c'est un peu cette autocritique. Non mais ça c'est pas l'autoflagellation, ça c'est... Oui, d'accord. On ne doit pas aussi se contenter de ce qu'on a et ne pas dénoncer les défauts. Ça ne veut pas dire que... On a hérité ça des Français. Il n'y a pas que des bonnes choses. Et on aime la France pourtant.
On a comme le devoir, et c'est un peu on est les plus pessimistes du monde, c'est vrai, il ne faut pas nous battre. Il y a un lien culturel, hein, qu'on peut pas... Malgré cette confusion générale, malgré toutes ces perceptions, ce choc de perception, d'émotion, etc., de peur, d'angoisse, tout ça, nous, à la TUE, j'en considère, et je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de monde au-delà de la TUE, que nous devons être constructifs, que plus que jamais, dans ce contexte de confusion générale, nous avons l'obligation, le devoir d'être constructifs. Alors, je vais vous demander de conclure en essayant de proposer sur une note constructive, qu'est-ce qui doit être, de votre point de vue, présent dans le contrat social qui va arriver le 14 janvier 2013, qu'est-ce qui doit absolument figurer pour qu'on puisse à la fois donner un signal fort en termes de révolution, de réponse à la révolution, aux exigences de la révolution en termes de social, donc, et en même temps donner un signal fort d'avenir pour créer de l'emploi, pour développer notre compétitivité et notre économie. Je vais commencer par ceux qui ont parlé le moins et qui ont parlé en dernier. Donc c'est Aziz. Bon, moi je pense que les éléments qui ont été fait l'objet en fait d'échanges entre nous, l'alimentation sont des éléments intéressants. Ce que je verrai, ce qui importe en réalité, c'est qu'on ait un cadre, c'est qu'on ait des idées claires sur le code du travail, au moins sur les aspects du code du travail qui sont contestés aujourd'hui et qu'on arrive à les figer d'ici là pour qu'on ait un cadre de travail qui soit clair. Je pense aussi à la dimension flexibilité. Enfin, tout à l'heure, j'ai un peu tronqué mon intervention, mais je pense que cette dimension doit continuer à exister. Probablement, il faut en définir des contours qui sécurisent davantage en fait, l'emploi et qui préservent contre les abus, mais c'est une notion qui me semble importante. Après, bon, il faut utiliser la sémantique qu'il faut, mais à mon sens, c'est une notion importante. Moi, j'ai entendu aussi des choses qui me semblent importantes, comme la formation, qui devrait faire partie, en fait, il y a eu quelques expériences, notamment, ça a fait partie d'une expérience à laquelle plusieurs entreprises dans l'éthique ont participé, et qui a amené, en fait, à former des jeunes sans emploi et avec l'engagement en fait, de certaines entreprises du secteur d'éthique de les recruter au bout d'une formation qui a été façonnée de façon ad hoc en fonction de leurs besoins. Ces entreprises sont engagées à les recruter. Donc je pense que des contrats de formation avec des projets, enfin des engagements de recrutement me semblent essentiels. J'ai écouté Mohamed Ali tout à l'heure faire une proposition qui va dans le sens d'une proposition qui m'est chère. Moi je pense qu'il faut légiférer en Tunisie pour obliger les entreprises, en fonction de leur taille, à accepter des stagiaires et à prendre des stagiaires. Quand je dis stagiaires, moi je dis salariés. Parce que l'insertion dans la vie professionnelle, elle démarre aussi par là, et je pense que ça ne se fait pas de manière spontanée. Et je pense, voilà, et je pense que là, bon, je pense qu'il faut une impulsion, et ça peut être un signal fort. Je sais pas, par exemple, on pourrait dire 2 stagiaires par 20 salariés, enfin, je sais pas. Il faudrait trouver un ratio. Non, ça ne se fera pas par l'incitation. Ça ne se fera pas par l'incitation. Là, je pense qu'il faut le faire par obligation, et je pense qu'il faut obliger les entreprises à le faire parce que ça ne coûte rien en fait. Ça coûte un peu de réflexion et ça coûte un petit peu d'encadrement, et c'est une responsabilité collective que nous avons. Et je pense que ça peut aboutir à améliorer en fait les conditions d'employabilité des personnes qui sont formées. Et qu'on retrouve tous un peu de bon sens, hein, une petite dose d'optimisme. Sans rêver, mais une petite dose d'optimisme. Très bien. Je pense qu'un élément important est de rétablir la confiance. Et aujourd'hui, la confiance se construira sur le terrain, dans les entreprises, par une meilleure communication. Déjà, il y a des éléments, par exemple, qui peuvent être assez simples. C'est de communiquer des chiffres de l'entreprise aux employés. Ce n'est pas une pratique très courante en Tunisie. Ne serait-ce que partager de manière régulière où on en est, on gagne de l'argent, où on en perd. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'on gagne de l'argent si on en gagne.
C'est au contraire un élément rassurant pour les salariés de dire que votre entreprise va bien, va continuer de se développer et que votre emploi est pérenne. Donc il y a certainement à revoir un peu le débat au sein des entreprises pour que cette communication soit plus fluide, qu'elle soit plus régulière, qu'elle se fasse dans le cadre d'instances que la loi a mises en place. Il y a des instances aujourd'hui que normalement les entreprises devraient avoir et devraient pratiquer. L'autre volet, j'ai envie de dire qu'il faut effectivement promouvoir l'image de l'entreprise et surtout d'une entreprise qui soit citoyenne. Aujourd'hui, le respect de la loi est fondamental. Le fait que les gens paient leurs impôts, que les gens affichent leurs résultats, que les gens communiquent de manière plus transparente ne peut qu'être un facteur rassurant pour l'ensemble de l'économie. Et ça, c'est un élément, là aussi, qui permettra de dépasser cette période qui est compliquée et qui est normale. Encore une fois, peut-être que tout à l'heure, j'ai voulu volontairement être provocateur sur certains éléments. Je suis conscient qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas à faire en cette période. Elles seront peut-être à faire sur le long terme si on veut assurer des emplois pérennes. Aujourd'hui, le plus important, c'est de vraiment installer les conditions d'un dialogue, oui, et d'amorcer cet esprit de dialogue. D'amorcer ce dialogue, d'assurer qu'il y a une confiance qui est mise sur la table, d'assurer aussi que l'impunité n'existe pas, que cette impunité, qu'elle soit par rapport à des abus sociaux, par rapport à des abus fiscaux, etc., mais aussi par rapport à des abus de sabotage, d'empêchement, quel qu'il soit, à la loi. Encore une fois, de quelque partie que ce soit, du côté salarié, du côté employeur. Il faut que les gens se conforment à la loi et apprennent à avoir peut-être des avis différents, mais à dialoguer. Donc, à partir du moment où on instaure cet état d'esprit serein, on peut avancer de manière beaucoup plus constructive. Et effectivement, ce qu'on est en train de voir aussi, ce qu'on ne voyait pas en Tunisie, et ça a été mentionné par Mohamed Ali tout à l'heure, la société civile. La société civile était malheureusement jusque-là assez inexistante. On a vu avec la Révolution que tout le monde s'est découvert un petit peu aussi une fibre par rapport à l'action de la société civile. Elle a un rôle très important à jouer parce qu'elle peut apporter un encadrement et elle peut apporter aussi, via les associations, un rapprochement dans un cadre différent de l'employeur et de l'employé. Parce qu'ils peuvent se retrouver dans un cadre associatif autre et avoir des actions communes avec un rapport différent du rapport hiérarchique qui peut exister dans l'entreprise. Donc on va cimenter un peu plus notre société et lui apporter ce ferment qui manque aujourd'hui, cette cassure. Il faut arriver à la dépasser, il faut rapprocher les couches sociales, il ne faut pas aller à l'affrontement social, il ne faut pas que l'on aille dans ce dialogue qu'on entend malheureusement, qui est de remonter les uns contre les autres, parce que les différences sociales, il y en aura toujours. Et que, effectivement, il faut aller plus dans une méritocratie. Donc, si on reparle de ce qu'avait dit Michel tout à l'heure en termes de refonte des conventions collectives et autres, ces histoires d'avancement simplement à l'ancienneté sont d'un autre âge. Donc aujourd'hui, il faut effectivement que l'on ait un minimum de garantie sociale parce qu'on veut le bien-être pour tous, mais que l'ensuite, ceux qui auront le plus, ils l'auront parce qu'ils sont plus performants, parce qu'ils travaillent mieux, parce qu'ils donnent plus à leur entreprise et à la société. Donc il faut qu'on aille vers de la méritocratie et il faut qu'on oublie très vite la voyoucratie dans laquelle on a pu être et que l'on réinstitue la valeur travail. Effectivement, il y a eu une période où peut-être que avoir les bonnes relations était le moyen de progresser socialement. Aujourd'hui, il faut qu'on explique mieux que, beaucoup d'entre nous ont été éduqués dans ce sens, et j'ai envie de dire, si la TUJ existe, c'est aussi grâce à l'effort de l'État tunisien qui a financé énormément de gens pour aller faire des études un petit peu plus poussées, on va dire, notamment en France. Et ce côté travailler pour réussir est important à instaurer, que ce soit au niveau de l'éducation, ça commence par là, ou ensuite dans l'entreprise, et c'est tout à fait normal. Très bien. Monsieur le Liban, la conclusion, qu'est-ce que vous avez dit, la recommandé pour le contrat social? Trois petites choses, mais ça a déjà été dit. La première chose, c'est que quand on veut un succès, il faut d'abord renforcer ses forces. Je crois qu'il faut, je parle dans le cadre du contrat social,
il faut faire une analyse objective de ce qui a fait le succès de la Tunisie avant et pas jeter le bélé avec l'eau du bain. Il y en avait des forces qui faisaient que le pays était attractif, le reste. Les renforcer avant de créer, effectivement. Le deuxième point, mais ça c'est... Alors là, moi je suis profondément choqué, pardon, quand on me dit qu'il faut inscrire dans des conventions collectives les avancements au mérite. Excusez-moi, mais une convention collective, c'est un cadre. Ensuite de ça, après, les avancements au mérite, ça ne se fait pas parce que la personne a, etc. Il y a des... Attendez, mais non, mais pardon. Il y a des objectifs à définir, est-ce qu'ils sont réussis, est-ce qu'ils ne sont pas réussis, est-ce qu'ils sont dépassés, etc. Mais bon, ça c'était un point de vue. Le deuxième point important, mais ça a déjà été dit, mais c'est très très important, c'est que la loi soit respectée. La loi concernant les entreprises, aussi bien les patrons, et ça a été dit, que les collaborateurs. Mais mon Dieu, les conventions collectives sont appliquées par quelle proportion d'entreprises en Tunisie? Ça serait intéressant à savoir, dans leur totalité. Et à partir du moment où elles le seront, où l'effort fiscal sera fait, où l'effort de contribution sociale sera fait, les caisses de l'État iront mieux, et les collaborateurs se trouveront mieux protégés, mieux formés, mieux machin, des trucs. Et dernière chose, et ça a été dit, pardon de répéter, passer de la DRH à la GRH, c'est-à-dire à la gestion des ressources humaines. C'est vrai qu'il y a du boulot pour beaucoup de gens. Mais ça c'est une mine extraordinaire, parce que ça n'existe quasiment pas. Y compris dans les grands groupes, j'ai pu constater la gestion réelle des ressources humaines et pas la simple direction, comme ça se fait le midi, de la part du patron. Très bien, merci. C'est voilà, je voudrais revenir un peu à l'environnement dans lequel on est arrivé à ce contrat. Aujourd'hui, on est arrivé à mettre en place un contrat, à vouloir mettre en place un contrat de travail, parce qu'un contrat social, c'est parce que tout simplement il y avait une absence. Et il y avait une absence de la loi et de l'application de la loi et du pouvoir politique. Bon. Vous me direz que c'est tout à fait normal, après une révolution, puis une période de flottement comme celle-là. Mais là, on a profité justement pour utiliser ce vide, et ce n'est pas normal de toute façon qu'il y ait un vide, pour pouvoir mettre un peu en évidence et pouvoir limiter les éventuels débordements. Le contrat social n'a pas que cet objectif. Il est là maintenant, dans un premier temps, et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des objectifs à court terme et une mise en place d'un système à long terme. Le but d'un contrat social et d'un rapprochement sur une structure tripartite, c'est pour calmer un peu le jeu, et on l'a vu cette année par rapport à l'année dernière, il y a une évolution positive. Maintenant, le contrat social est un cadre, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, est un cadre et il n'a pas du tout la prétention de rentrer dans les détails, et donc il va mettre le cadre, les définitions, la voie, les orientations pour, entre la période 2013 et 2020, et la réglementation et la mise en œuvre. Donc maintenant, il y a autre chose aussi, la perception, et c'est très important et efficace à souligner. La perception et l'image du chef d'entreprise et des structures de l'entreprise. On est sortis du cadre de la révolution tabassés, amoindris, on a continué à avoir une persécution. Mais c'est tout à fait normal. Je crois qu'après une révolution sociale, il y ait ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. À la khater, réellement, on ne peut amorcer une relance et tout le monde sera conscient de ça. On doit justement, à travers le contrat social et beaucoup d'autres cadres aussi, agir et mettre en confiance les gens qui m'appellent Slim, et que les gens comprennent que en fait l'entreprise c'est le relais de la relance. Donc pour conclure, pour vous le contrat social qui sera prêt bientôt devra surtout contribuer à changer un peu la perception des entreprises, bien sûr, donner une image plus sociale, un virage très marqué vers plus de social. Bien sûr. Et l'entreprise toujours, elle a été, de toute façon, l'entreprise n'a pas été loin, sauf dans certains cas, du social. On le sait très bien, on considère les salariés comme... l'entreprise a toujours fait du social à l'intérieur, mais ça n'a jamais été... Du paternalisme. Du paternalisme, mais c'est pas grave. Et c'est encore plus que le social, peut-être. On dépasse le social, c'est pas le... Mais on n'a jamais communiqué sur l'entreprise. L'image,
il n'y a jamais eu de stratégie de communication, il n'y a jamais eu de cohésion de cette action sociale et d'organisation de cette action sociale qu'a toujours entreprise l'entreprise à l'intérieur. Maintenant, le contrat social devra se baser sur deux valeurs qui nous manquent beaucoup. Donc, réaffirmer ces valeurs, la valeur travail et la valeur formation. Mais il ne s'agit pas d'annoncer ces valeurs. Non, le rôle de la période post-signature contrat social, c'est de mettre en place et en œuvre les ascenseurs sociaux qui vont mettre en évidence ces valeurs et qui vont ancrer ces valeurs. Le travail le plus dur sera à faire après le contrat social. Et avant, est-ce qu'il ne devrait pas falloir engager des négociations salariales? Est-ce qu'il ne devrait pas... Non, on est en plein. Enfin, on est en plein, moi j'en ai pas entendu parler, hein, excusez-moi. C'est en plein, c'est le dossier de... Oui. C'est le dossier... Est-ce qu'il y a des cadres qui ont été définis? Est-ce qu'il y a des chiffres qui ont été donnés? Est-ce qu'il y a des indications qui ont été données aux entreprises de dire allez-y, dans telle direction ou pas, etc. etc. Ou est-ce qu'il a simplement été dit aux entreprises, vous pouvez, bien que chacun puisse le faire, vous pouvez engager des négociations salariales? Qu'est-ce qu'il y a des négociations salariales en ce moment? Je vous laisse répondre à cette dernière question. Négociations salariales. Non, mais voilà, vous savez que les négociations sociales et salariales ont été reprises depuis 90 à un niveau triennal. 90, 93. Et puis, c'est des négociations sectorielles. Donc, c'est les secteurs eux-mêmes qui négocient. Et donc, après la révolution en 2011 et cette année 2012, il y a eu il a été décidé de faire des négociations centralisées parce que le cadre, l'environnement ne le permet pas. Alors, nous, on trouve que on a compris maintenant que c'est une mauvaise chose. L'entreprise, parce que l'année dernière, on a fait une reconduction de l'augmentation de 2011. Cette année, ils sont arrivés avec d'autres éléments, les négociations dans le public, les 70 dinars, je ne sais pas quoi. L'UGTT n'est plus la même que celle de 2011, avril 2011, après son congrès, et vous savez comment elle est. Donc il aurait fallu, négocier sur 3 ans. C'est ce qu'il faut faire dans l'avenir. Mais les négociations sont centralisées. Ce n'est pas simple, c'est beaucoup plus dur que faire des négociations sectorielles parce qu'il faut tenir compte des difficultés de certains secteurs et donner et décider et négocier des taux acceptables en fonction des indicateurs économiques, l'inflation, mais de la croissance cette année qui est presque nulle. Et là, un taux unique pour tous les secteurs? Non, un taux sur les grilles de salaire. On va augmenter 5% par rapport à la première colonne de la grille de salaire. Oui, mais pour tous les secteurs. Donc on en revient à la question des salaires. Finalement, par là que se construit finalement la négociation. En conclusion, je d'abord les intervenants de leur participation. Ce qui est très clair, c'est que ce qui sort le plus de ce débat, c'est l'importance finalement d'instaurer une culture et des mécanismes de dialogue social. Je pense que si on arrive à réaliser ça d'ici la fin de cette année, si on arrive à installer cet état d'esprit, cette culture et des mécanismes, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau centralisé, quel que soit finalement le résultat qu'on va avoir des accords et des négociations en cours, c'est finalement ce premier pas, cette culture-là qu'on doit installer aujourd'hui, qui est la plus importante et qui me semble être la plus porteuse d'avenir. Finalement, aujourd'hui, comme on l'a vu, les conditions d'un dialogue serein et profond sur les sujets de fond ne sont pas toujours réunis. On doit d'abord stabiliser les choses et arriver à apaiser le climat social, c'est la première des priorités. Mais la deuxième des priorités, je pense, et ça a été rappelé par plusieurs personnes, c'est de vraiment nous inscrire dans une culture de dialogue social. Alors, c'est facile à dire, mais quand on voit par exemple des pays d'Europe, des pays comme la France, on parle aujourd'hui de créer des conditions sociales, parce que la culture de dialogue social est
est jugée déficiente ou insuffisante, et plutôt orientée vers la contestation de la revendication, c'est quand même un très long chemin. Et ça nécessite surtout, je pense que ça a été dit par tous, une grande volonté des pouvoirs politiques, mais aussi l'implication de tous et un état d'esprit où on arrive à discuter entre syndicats, patronat, mais aussi en impliquant d'autres parties prenantes de la société civile. Je voudrais remercier tout le monde et vous inviter à poursuivre la discussion dans les années du Coran. Merci. Notre atelier et le dialogue social comme processus de management clé. Alors, je remercie aussi mes invités d'avoir accepté de participer. Je commence par Madame Elisabeth Moron, qui est la directrice de la Fondation Friedrich Ebert. La Fondation est très active sur les revenus sociaux en Tunisie depuis 1950 en tant que soutien pour les syndicats. Je passe ensuite à notre invité de la Connect, M. Abdelazer Yazid, qui est conseiller du président de la Connect pour les affaires sociales. M. Talaq a été directeur général de l'inspection du travail et était président de la commission qui a rédigé la convention cadre du travail en 1966. 73. 73. 66, le code. Beaucoup de nous. Alors, je profite aussi pour citer Serbil Diz, qui est le secrétaire général de la CGTT. Alors, Serbil Diz a un passé militant à l'UGTT et a récemment fondé la CGTT, il nous en parlera davantage. Je cite ensuite Serbil Dedevi, qui est le conseiller auprès du ministre des Télécommunications, en charge, entre autres, des affaires sociales. Monsieur Habib a une expérience internationale dans les télécommunications, dans plusieurs pays, et avec plusieurs acteurs importants du secteur. Et je finis avec le plus jeune, M. Wissem Badri, qui est le directeur général, directeur des ressources humaines, qui est le directeur des ressources humaines de Tunisien. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'objectif de notre panel est d'appréhender le dialogue social vu par le chef d'entreprise ou par le manager et en fait de discuter des différents mécanismes que le chef d'entreprise peut mettre en place afin de favoriser un meilleur climat social, et ceci avec le soutien et la collaboration des différents partenaires sociaux tels que les syndicats et les patronats. Alors, pour ceci, je vais commencer avec Serbil Dedevi, qui en fait représente le ministère des Télécommunications et qui a sous sa tutelle différentes entreprises dans le secteur des télécommunications. Alors, Serbil, en 2011, on a vécu beaucoup de blocages sur le volet dialogue social en Tunisie, principalement au niveau de l'administration. Et ceci a eu un impact quand même assez important sur le secteur, un impact économique. Alors, si vous voulez bien, nous exposer un peu les enjeux et les défis du ministère pour améliorer les dialogues sociaux et quels sont les moyens qui se donnent pour le favoriser. La première chose, je vais parler en arabe, donc je m'excuse auprès de nos amis qui sont en arabe. أولا أشكركم على الدعوة لأن الفرص قليلة للحوار إطلاق الحوارات الاجتماعية في هذه، وأشكركم أيضا على طرح الموضوع وأشكركم أيضا على طرح الموضوع لعدة أسباب. السبب الأول هو حاجة البلاد لحوار اجتماعي سواء بين الدولة ومكونات المجتمع المدني، بين المؤسسات الفاعلة في المجتمع، إلى حوارات ومنابر من هالنوع حتى نسهل ونتعلم مع بعضنا
نتحاور. الحاجة الثانية السبب الثاني اللي الشيء الثاني هو حاجة الأطراف الاجتماعية، سواء كان النقابة أو المؤسسة أو الإدارة أو المجتمع المدني بجمعياته للتواصل. لأنه اللي عشناه في ماضينا، يعني 50 سنة الماضية، كان الحاكم هو كل شيء، يعني هو مصدر كل شيء. يعني لما يمشي البارتنير سوسيال، المؤسسة يمشي يتناقش مع الإدارة وداخل المؤسسة النقاش بين الرسالة كنجموا نقصوه ونحن كان كل شيء يؤسس في أعلى الهرم، والأطراف الأخرى كان ما عليها إلا التطبيق، أو حتى لو كان في حوارات يعني قليلة جدا، ماهيش حوارات مفصلية. فأنه نفتح حوارات من النوع هذا لنخرج المجتمع من حالة التكلس في الحوار بين الأطراف إلى رحب وسعة الحوار بين المؤسسات. هذا مجهود طيب يذكر لمنظمتكم أنكم تفتحوا الحوارات. الحالة اللي عاشتها البلاد لمدة 60 سنة متطلبة منا اليوم مجهود خاص. المجهود الخاص هذا يتمحور أولا أنه نتعلم مع بعضنا، كما نتعلموا في الديمقراطية، كما نتعلموا في الصحافة الحرة، كما نتعلموا كما نتعلم نحترم الضوء إذا كان البوليسي مش موجود، نتعلم أن كمؤسسات نتحاوروا مع بعض. هل الحوار اللي نتعلموه عنده فاعلية مباشرة داخل المؤسسة. معناها يجب يكون الهدف واضح، الهدف أن نبحث على صيغة معينة للحوار داخل مؤسستنا وداخل مجتمعنا. يعني احنا كي نشوف اليوم الخارطة في الحوارات الاجتماعية الموجودة، يعني عندنا زوج نماذج. عندنا النموذج الجرمانو نورديك اللي هو ألمانيا وشمال أوروبا، وعندنا النموذج جنوب أوروبا اللاتيني. الاثنين هما يدوروا في مناخ ديمقراطي، لكنهم عندهم بوستور ولا اختلاف منهجي. أنه اللاتيني يكون فيه شوية تنافسك لأنهم يعيشوا في ديمقراطية، يلقوا الحل في الأخر. لكن النورديك بالعكس، المؤسسة النقابية ولا الممثلين العمال وممثلين كوادر العاملين في المؤسسة جزء لا يتجزأ من المؤسسة. يعني يأثروا في استراتيجيتها، يأثروا في مستقبلها، يمثلوها خارج في المجتمع. يعني في مؤسسات، وأنا اشتغلت ل 12 سنة مع مؤسسة من شمال أوروبا. يعني العامل في داخل المؤسسة لما يخرج حامل معاه البندرول تاع المؤسسة بتاعه، يدافع عليه. يعني هذا أنا نتصور أنه هذا المثال اللي يلزم نمشوا وباش نوصلوا. طبعا باش نوصلوا يلزمنا وقت، يلزمنا نتعلموا بعضنا الحوار ونتعلموا بعضنا، لكن لازم يكون واضح في ذهننا أن عندنا تارجت، عندنا هدف واضح، هو أنه
يلزم يكون الحوار سلس، ويلزم يكون الحوار يساهم في التنمية مش يعرقل التنمية. شكرا سي حبيب. بداية من الناحية معناها je parlais en français. Désolé. Ça c'est d'un point de vue vision. Mais aujourd'hui, juste si vous pouvez nous préciser rapidement, est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour favoriser ce dialogue, pour le placer dans une voie ou dans une autre, ou bien avec un modèle ou un autre, mais vraiment pour que le climat social s'améliore. هو أنه الإنسان يقول أنه ثم موديل واضح اليوم ثم اسبيراسيون موديل، ثم إرادة أنه نخلق موديل ينفعنا في التنمية وينفعنا في حوارنا الاجتماعي. لكن ثم خطوات داخل على الأقل المؤسسات اللي تحت إشرافنا أنه الحوار يكون دائم، وأنه المسؤولين الأولين هم المسؤولين على الحوار وعلى تقدمه. ثم كل مسؤول في مؤسسة جزء من الكي بي ايز بتاعه، جزء من أهدافه أنه الحوار الاجتماعي يتقدم. هذه الموجودة اليوم، وعادة اليوم بور أبويي التوجه هذا فيه واحد مسؤول على الحوار الاجتماعي داخل الوزارة. اليوم أنا متحمل مسؤولية، لكن سيكون واحد في داخل الوزارة مختص. في كل مؤسسة حسب الحجم في واحد مختص في الحوار الاجتماعي وموجود يعني داخل المؤسسة. هذه يعني سمول تاتش، يعني حاجات صغيرة بدينا بها، لكن أنا نتصور أنه المثال ولا النموذج باش يكون لكل البلاد، مش كان المؤسسات اللي وزارة التخطيط مسؤولة عليها. Merci, c'est Habib. En tout cas, donc là on note qu'il y a des personnes dédiées au sein de ministères et dans les différentes administrations sous tutelle pour favoriser le dialogue social, et que c'est aussi une responsabilité dans la plupart et c'est aussi une responsabilité du premier responsable de chaque